tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes inspirantes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste. Parfois seulement. Dans cet épisode, j'ai rencontré la comédienne Lilou Fogli. Rendez-vous était pris dans sa loge du théâtre Édouard VII, où elle joue actuellement la pièce cultissime Le Prénom. Ce fut un enregistrement haut en couleur et j'ai fait le choix de ne rien couper au montage. Ni l'intervention de Florent Père, ni celle de Jonathan Lambert, ses partenaires sur scène, ni le bruit que faisaient Philippe Torreton et Richard Kolinka, interprétant Mec entre deux représentations du prénom. Pardonnez ma voix faiblarde, pour cause de pharyngite, celle de Lilou pour le moins enjouée qu'on pense. Je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Lilou. Bonjour. Merci de me recevoir dans votre loge au théâtre Édouard VII, où vous jouez en ce moment Le Prénom. Alors je suis ravie de vous rencontrer, car en préparant cette discussion, j'ai découvert votre parcours pour le moins atypique, et j'adore ça. Alors vous résumer n'est pas un exercice facile et je compte bien sur ce rendez-vous pour en apprendre encore davantage à votre sujet. Alors pour tout le monde aujourd'hui, vous êtes une comédienne de théâtre, de série, de cinéma, mais ce que l'on sait un peu moins, c'est que vous vous êtes d'abord dirigée vers la finance, que vous êtes championne de ski alpin, trilingue et cofondatrice de la marque Château Berger Cosmétiques, rien que ça. Et en plus, vous êtes marseillaise. Revenons à la source, donc Marseille, vous y êtes née et vous y avez vécu jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 16 ans. Quand j'ai eu mon bac, ensuite je suis allée faire mes études à Paris où j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé 2 ans dans le groupe LVMH et après j'ai fait un MBA en finance à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Donc ça c'est vraiment cet aspect qu'on connaît moins de vous. Ouais, et puis parce que j'étais jeune, parce que j'avais peur d'assumer le fait d'être comédienne, parce que je connaissais personne, parce que voilà. Donc mes parents m'ont poussée à faire quand même des études, ce qui était une très bonne idée, parce que je pense que si en revanche j'avais commencé ce métier plus jeune, j'aurais pas eu la maturité pour bien le faire. Ouais. Donc, mais l'envie de jouer, la passion, vous l'aviez déjà ? Vous preniez des cours enfant ou Non, mais quand je faisais mes études à Paris, je prenais des cours le lundi soir, j'allais au théâtre tout le temps. Dès qu'il y avait un moyen de se rapprocher du jeu, j'y allais. D'accord. Et puis quand j'ai eu tous mes diplômes, je me suis dit bon allez, c'est maintenant ou jamais, la vie est trop courte. Donc j'ai présenté l'Actor Studio qui était à New York, j'ai été reçue, je suis repartie là-bas aux États-Unis, 3 ans. J'ai eu mon MFA qui est un Master in Fine Arts, voilà. D'accord. Et après ça... Il avait prévenu qu'il ferait du bruit. Alors voilà Florent Père qui donc ne me laisse jamais tranquille. Allez, salut. Avec une petite musique d'ambiance. On part discrètement, hein. Bien sûr. Je sais que c'est enregistré, je voulais pas perturber le... Merci, c'est sympa. Bonne soirée. Au revoir. Ah, c'est pas possible, je suis là, c'est pas vrai. C'était super, une petite ambiance. Donc on en était au MFA donc à New York, et puis donc j'ai fait 3 années d'études là-bas, et ensuite j'ai commencé à jouer au théâtre là-bas. Et l'idée d'y rester, ça vous a effleuré ou... Franchement, je serais restée, mais j'ai eu un problème personnel. Du coup, j'ai dû rentrer en France. Et comme j'ai commencé à bosser à Paris, je me suis dit, bon, bah, on va pas... Je suis française, finalement, il y a une cohérence. Et je suis restée. Depuis, je suis restée. Et pas de regret. Pas de regret. Non. On en revient un peu à Marseille. Donc, votre enfance là-bas, quel souvenir ? C'était quoi comme enfance ? Ah, bon, une enfance, franchement, super... J'ai un frère et une sœur avec qui je m'entends très bien, qui en est très proche aujourd'hui. Nos parents, enfin Marseille, la Méditerranée, ce beau temps, même ce Mistral. Mais il me manque même de temps en temps ce Mistral. Mais non, mais il fait doux, c'est doux de vivre à Marseille. C'est agréable, les gens, cette mixité aussi, qui est quand même, c'est la seule ville qui arrive à intégrer autant de gens de différentes cultures. Enfin, Marseille, c'est ma ville, je la défendrai, mais alors, coûte que coûte. Elle vous manque souvent ? Elle me manque, oui, j'y vais souvent pour Château Berger, du coup, je redescends régulièrement. Très bien. On en revient à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc votre changement de parcours.
Vos proches s'y attendaient, vous avez dit, parce que vous aviez cette passion quand même en vous. Enfin, ils s'y attendaient plus ou moins, je ne sais pas, vous allez me le dire. Vous craigniez leur réaction quand vous avez annoncé ce changement de voix? Enfin, les amis, non, mais les parents un peu, parce qu'ils ont fait de longues études, donc pour eux, c'était... ils avaient envie du mieux pour leurs enfants, et que comme j'étais plutôt bonne à l'école, ils se disaient que ce serait dommage de... Puis c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tellement incertain et bouché partout qu'ils se sont dit au moins si elle a des diplômes elle s'en sortira toujours, ce que je comprends tellement étant maman maintenant. Après je suis vraiment allée au bout des études pour arriver à leur dire je veux être comédienne, mais ils le savaient, c'est pas sorti de nulle part. Ils ont été un peu choqués au début parce que peur de l'inconnu, et que là ils pouvaient pas du tout m'aider parce que c'était vraiment l'inconnu pour eux et pour moi. C'était pas leur milieu, quoi. Non. Et puis ils m'ont fait confiance, et ça, comme ils ont vu que j'ai bossé assez rapidement et que je m'épanouis vraiment bien, maintenant ils sont très heureux et je pense fiers. Comment vous êtes sentie une fois que vous avez changé de voix? Moi là je pense à celles et ceux qui nous écoutent et qui éventuellement auraient envie de bifurquer comme ça, mais avec le lot d'incertitudes et de doutes que ça ça fait peur, c'est vraiment faire un grand saut. Mais en même temps, je veux dire, on a une vie, alors c'est un peu dépensif, mais on a une seule vie. Si c'est pour faire un boulot qu'on aime moyen et avoir un regret d'un rêve, si le rêve est possible, c'est dommage de ne pas le faire. Alors, pas tout plaquer sans avoir, pas des certitudes, mais savoir que c'est possible. C'est-à-dire, faut pas y aller non plus complètement les yeux fermés. Mais je pense que en tout cas, ça rend plus heureux. Moi, je suis 1 milliard de fois plus heureuse, et j'ai d'autres amis autour de moi qui ont fait des changements radicaux à 40 ans. Il y en a une qui a 42 et qui a tout arrêté. Elle travaillait dans la production du cinéma, et elle est devenue psychologue pour enfants. Ah oui. Et elle est retournée à la fac avec les jeunes. Et elle a fait toutes ses études, je ne sais même pas comment ça s'appelle à la fac, mais c'est TP, Et elle a été diplômée, elle a son cabinet, elle est très heureuse, elle a sa clientèle, et elle l'a fait. Mais quand elle nous l'a dit, on a dit, elle a 3 enfants, on a dit, mais t'es folle. Et bah non, elle a tellement bien fait, elle est tellement plus heureuse. Elle est allée vers son bonheur. Exactement. Là, vous vivez de votre passion aujourd'hui. Oui. Quels sont vos rêves encore? Est-ce que vous rêveriez? L'avantage de ce métier, c'est que, outre le fait de changer peau à chaque rôle, et même dans l'écriture, on change à chaque fois de milieu, d'aventure, ça ne s'arrête jamais. On n'est jamais bon. On peut toujours s'améliorer. Bon, ceci dit, c'est à peu près vrai dans tous les milieux, hein. Mais il y a un truc pardon, je me répète, on peut vraiment s'améliorer à chaque fois, donc c'est... Pas de lassitude, puisque les rôles sont différents à chaque fois. Puis on rencontre beaucoup de gens, quand on s'intéresse vraiment à un rôle et qu'on a envie de le faire à fond, forcément on va creuser, on va rencontrer des gens, on s'inspire de leur expérience. C'est riche, c'est assez riche. Vous avez écrit un film avec votre mari, Clovis Cornillac. Oui, alors j'ai écrit, lui l'a réalisé. Cette expérience, ça vous a donné quoi? Envie de continuer? Envie peut-être de réaliser vous-même un jour? Alors, continuer à écrire, là j'en suis à mon 6e de film en écriture, donc ça je n'arrêterai jamais. Comme quoi, quelque chose qui se fait un peu par hasard finalement, c'était une belle aubaine. Et réaliser pour l'instant, non, mais pour l'instant. D'accord, ça reste quand même je sais pas. Dans un coin de votre tête. Voilà, ça me titille, mais il y en a tellement des très très bons réalisateurs et réalisatrices que j'ai pas envie de le faire pour faire un film de plus, que j'aimerais bien déjà avoir vraiment quelque chose à dire, que ça soit une telle évidence qu'il faille que je me mette dedans. Et puis j'ai pas envie de le faire pas très bien, donc je dis pas que je vais révolutionner quoi que ce soit, hein. Oula. Mais au moins que ça soit que ce soit le mieux fait possible pour moi, voilà. Et j'en suis pas encore là, j'ai pas encore toutes les techniques et le sujet dont j'ai réellement envie de parler. Pour l'instant, vous aimez vous laisser diriger? Oui. Je fais entièrement confiance aux réalisateurs avec qui je travaille, normalement. Et puis en écriture, en revanche, là, c'est on peut se laisser à rêver, on peut aller très loin, on est libre, c'est vraiment la liberté d'écriture. Théâtre, série, cinéma, vous avez une préférence? Non, aucune. C'est vraiment le sujet, le réalisateur. Pas tant le casting, mais vraiment l'histoire elle-même, le rôle et le réalisateur. Mais
ça qui me fera aller vers un projet, après que ce soit du théâtre ou peu importe. Pour en revenir à Marseille, où depuis 2013, la capitale européenne de la culture, etc., ça bouge beaucoup. Je voulais savoir si vous aviez dans un coin de votre tête l'idée de vous impliquer culturellement dans votre ville, d'une manière ou d'une autre. Je me suis jamais posé la question, mais c'est une bonne idée. En tout cas, s'ils font appel à moi, que si je peux faire quelque chose, je serais ravie de contribuer. Mais quoi ? Je ne sais pas. Bon entendeur, salut. Voilà, c'est ça. Retour aux sources, encore une fois. Alors, je parlais de la marque Château Berger Cosmétique au début, que vous avez créée avec votre maman et votre sœur. Oui. Qu'en est-il de cette belle aventure ? Eh bien, nous sortons 7 parfums à la fin de l'année. C'est une aventure familiale, joyeuse. C'est pas toujours simple de travailler en famille, en revanche, ça c'est vrai. Mais en même temps, c'est hyper exigeant. Et comme on est 3 et qu'on se met systématiquement d'accord pour sortir un produit, en général, quand le produit est là, Vous êtes fiers. Ouais, on est très fiers parce que ça a été long et vraiment rigoureux et il y a eu 3 cerveaux dessus. C'est mieux qu'un. L'union fait la force, exactement. On le dit souvent. Et c'est quoi ça ? Ça vous apporte un équilibre de faire ça parallèlement ? Ou c'est juste une envie commune de travailler en famille ? C'était une envie commune de travailler toutes les 3, puis c'était une évidence parce qu'on s'entend super bien et que notre mère y est pour beaucoup parce qu'elle a toujours fait en sorte qu'on soit très liés. Et le fait qu'on travaille toutes les 3, c'était une évidence. Et puis la cosmétique, chacune par nos biais, c'était aussi une évidence. Moi, en étant comédienne et en étant... attendez, il y a quelqu'un qui tape à la porte. Oh, je vais encore ouvrir. Pardon. Jonathan Lambert, ouais, tu veux dire bonjour ? Bonjour, c'est en direct. Hein. Oui. Ah, en direct même ? Non. Bon, elle est partie, Marjulie ? Elle est partie faire des cours. D'accord. Voilà, ciao. Je t'envoie un texto. Ouais. Vous êtes très très blondés. Voilà, ça c'était Jonathan Lambert. Voilà, on a tous les comédiens du prénom qui succèdent. Ah, et ça c'est la cuisine. Non, ça c'est Philippe Torreton qui va faire son spectacle. J'espère que ça s'est arrêté. Vous saurez tout sur le théâtre Édouard VII. C'est bon d'être dans les coulisses et dans votre loge. Donc une évidence de travailler en famille. Oui, et donc 7 parfums à la fin de l'année sur lesquels on a mis beaucoup d'amour et vraiment beaucoup de travail. Comment ça s'organise votre vie de famille, parce que vous avez un enfant ? Oui. Alors là, vous sortez de scène. Je vous capte comme ça au vol. Vous rejouez tout à l'heure à 20h. Tous les jours, vous jouez. Et du coup, ça s'organise comment ? Moi, ça m'interpelle de savoir qu'est-ce que ça peut être une journée type quand vous êtes comme ce théâtre pendant des mois avec un rythme fixe. Finalement, le théâtre, c'est plus facile que les tournages. Enfin, pour la vie de famille, hein, pas pour le sommeil, mais pour la vie de famille, c'est mieux. Ouais. Du coup, la journée type en ce moment, c'est réveil 7h15, comme toutes les mamans. On prépare les enfants, on fait le petit-déj, on les mène à l'école. Ensuite, soit je prends un café avec une des mamans d'école qui est chez Ami. Après, à 10h, je suis en écriture. Jusqu'à 13, je fais une pause. À 14h, je reprends jusqu'à 17. Et ensuite, je vais chercher mon fils. Et après, de 18h à 20h, je coupe tout. C'est pas de téléphone, rien, pas d'ordinateur, que mon fils. Et 20h, je pars au théâtre. Je joue à 21h. Cette rigueur dans l'écriture, c'est quotidien ? Vous vous imposez tous les jours. D'accord. Lundi au vendredi. Après, par contre, quand on avance bien, j'enlève les matins. Je commence à 14h et je fais jusqu'à 18h. Mais après, ça, chacun son rythme. Moi, j'aime bien faire comme ça. J'écris à 2. Et puis, plus le scénario avance, après, on travaille, on fait... je suis pas obligée de voir l'autre personne systématiquement tous les jours. On se fait du ping-pong via Internet. Et ça fonctionne très bien aussi. Mais on est obligé de se mettre un vrai emploi du temps quand on écrit aussi, parce que ça dépend de personne d'autre. Donc... et on a quand même des deadlines et il faut quand même rendre. Donc voilà. C'est sûr. On peut dire un mot de ce que vous écrivez en ce moment ? Oui, bien sûr. Alors le premier, c'est un film qui est tiré du livre Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. J'ai écrit avec Raphaël Moussafir, qui est un auteur génial, absolument génial, avec un imaginaire débordant. Et l'autre, c'est une adaptation de BD que j'ai écrit avec Julien Lambroschini, qui est aussi un auteur qui mérite qu'on le connaisse parce qu'il est très très bon. D'ailleurs, il a écrit Le Grand Bain, là, qui va sortir. Oui, d'accord. Et ça, on écrit... C'est adapté d'une BD, mais je peux pas vous en dire plus parce qu'on s'inspire de la BD, mais on s'en éloigne tellement que... Voilà. Donc tout ça devrait... je sais pas... C'est des projets pour 2019, tout ça ?
Non, le temps qu'on les écrive, ils seront prêts en 2019 en écriture. Après, il y a le financement d'un film, le casting, nanana. Donc, au mieux du mieux, ils se tournent en 2020 et ils sortent en 2021. Ça va être très très long. Faut pas être pressé. Ça, c'est clair, je découvre. Alors, on en revient à Marseille. Quand vous arrivez là-bas, qu'est-ce que vous faites en premier? Je dors. Ah, vous dormez, d'accord. Je dors. On arrive à Marseille, on dort bien à Marseille avec toute cette terre et cette Méditerranée devant. Non, je fais ça, je profite en fait, juste les odeurs, être dehors, ce panorama, ces couchers de soleil, ça m'a... À Paris, on en voit des couchers de soleil, mais enfin bon, c'est pas les mêmes. Oui, bien sûr. Le ciel, c'est pas le même, les palmiers, je les aime tellement, c'est Marseille aussi. Donc je fais ça, j'aime bien aller boire un verre... Voilà, j'ai des petits endroits que j'aime bien. Ah, mais justement. Alors, je suis pas une pro, on va me dire mauvaise marseillaise, mais c'est juste parce que ça change tellement. Mais au Wallon des Offres, sur le port, j'adore, dans les calanques, bien sûr. Je suis pas très originale. Vous avez des adresses shopping ou pas du tout? Non, alors, non, j'en ai pas, mais je vais tout le temps à l'Empereur. D'accord. La maison de l'Empereur. Ah, je peux pas m'en empêcher, c'est systématique, il faut que je fasse un tour. C'est vrai. Non, mais on trouve toujours un truc, mais je reviens reviens toujours avec... Sûr. Oui, mais ou même un porte-savon, enfin, ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est pas grave. Je suis hyper contente. C'est ça, c'est la créante d'Alibaba. Ouais. Et pour finir, si vous deviez résumer Marseille en un mot ou une image, comme vous le voulez, ça serait laquelle? Il y fait bon vivre et la mixité. Vraiment, à Marseille, c'est la mixité dans tout ce qu'il y a de plus joli. Parfait. Merci beaucoup, Lilou. Merci beaucoup. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks et à laisser des commentaires sur l'application iTunes. Un simple avis 5 étoiles serait déjà précieux pour moi. Pour me contacter, c'est simple, sur Twitter, Caro Bindel, ou sur Instagram, Caroline Bindel. À la prochaine fois et d'ici là, portez-vous bien. Salut!